Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, ils sont linguistes et ils et elles sont atterrés par les sottises qu'ils lisent et entendent sur l'état de notre langue et de ses usages. Alors ils l'ont fait savoir dans un libelle intitulé « Le français va très bien ». Merci, on accueille l'une des autrices, Maria Candéa. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, celui de la naissance d'une figure révolutionnaire majeure du XXe siècle, Ernesto Che Guevara, que l'on retrouve dans les programmes d'histoire et d'espagnol. L'heure de la récré, c'est toujours avec Emma. Elle vous apprendra, si vous ne savez pas encore le faire, comment sourire. Et puis enfin, rendez-vous avec le cours particulier de Marie-Olivier. Aujourd'hui, voyage à travers les siècles, un peu plus loin que d'habitude. On va remonter jusqu'à la charnière des 16e et 17e siècles pour vous parler de Comenius. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, grand oral. Je ne voudrais point passer pour un jocrisse, au risque de vous mettre en alarme et que vous pensiez vomir. Or, le risque existe, du moins si je cédais facilement à cette douce violence dont nous entraînent les débats sur la langue française. Bon, j'arrête ici, vous n'avez pas tout compris, ou alors vous pensez que je viens de faire plein de fautes de français, et pourtant, je viens de m'exprimer dans la langue de Molière, ce français que l'on dit menacé par l'abus d'anglicisme, la nouvelle orthographe, les réseaux sociaux ou encore l'écriture inclusive. Or, vous venez de l'entendre, cette langue de Molière, elle nous est aujourd'hui en partie devenue étrangère. Et pour cause, les langues, elles vivent, elles évoluent. Les linguistes sont les scientifiques qui examinent les états successifs des langues et parfois leurs états concomitants. Et ce qu'ils entendent dans le débat public, eh bien, les irrite. Alors, ils ont décidé de le dire dans un texte bref, percutant, souvent extrêmement drôle. Le français va très bien, merci. C'est chez Gallimard, dans la collection des tracts, et on a le grand plaisir d'accueillir une des 18 autrices du texte et une des 18 linguistes atterrées, Maria Candéa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociolinguiste et sociophonéticienne. Vous enseignez à l'université de la Sorbonne Nouvelle à Paris. On va rester une minute sur Molière. Vous avez vu, j'ai essayé de parler le français du XVIIe siècle. La langue de Molière, pour lui tordre le cou, vous entendez sans arrêt dire on menace le français de Molière, mais personne ne comprend le français de Molière aujourd'hui, en fait. Je n'irai pas jusque-là quand même. Non, enfin, en tout cas, il est loin de la langue d'aujourd'hui. Il est loin. On a un effet d'étrangeté quand même, parce que ça fait plusieurs siècles. Là, vous avez essayé de lire Molière, mais j'imagine... Alors, je n'ai pas lu Molière, j'ai inventé le texte, figurez-vous. Oui, j'ai repris des mots comme jocrisse, j'ai repris une tournure qui était dont nous entraîne au lieu de où nous entraîne, qu'on dirait plus facilement aujourd'hui. Alors, très bien, vous avez fait une expérience, mais vous avez fait quelque chose d'hybride, parce que vous avez utilisé l'orthographe de maintenant, qui n'est pas du tout celle qui était utilisée à l'époque de Molière, avant la création de l'Académie d'ailleurs. Ensuite, vous avez utilisé la prononciation qui est la vôtre. C'est exact. Qui n'est, pas la même dans toute la francophonie d'aujourd'hui, et qui n'est pas la même que celle qui avait cours à Paris du temps de Molière. Donc, on est en plein dans la variation dans la langue, avec même l'exemple que vous avez essayé. C'est difficile. Il y a une expérimentation à la Sorbonne récente, qu'on peut trouver facilement en ligne, de remettre en scène la langue des pièces de Molière, donc vraiment la langue qu'utilisait Molière, avec sa prononciation aussi. On essaie de la reconstituer. Ça ressemble à quoi? Vous pouvez nous donner un exemple? Alors, les R étaient roulés, il y a des ouais, le François, par exemple. Le François. Des choses de ce type. Et on essaye de les reconstituer grâce aux rimes. Parce qu'il y a des mots qui ne riment plus. La joie, par exemple, rimait avec monnaie. Quand on le lit... Donc c'était monnois ou... C'était probablement jouet et monouet. Jouer et monouer. Parce que après, on est allé dans ce sens. Il y a plein d'autres mots qui vont, où ça n'a pas changé. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on ne comprendrait pas grand-chose. Voilà, on essaye de reconstituer, y compris la prononciation du Moyen Âge. Donc il y a énormément de variations. On a plein de méthodes pour essayer d'en savoir plus et retracer l'histoire de notre langue, sachant qu'on a des traces orales que depuis la fin du 19e. Et oui, avec les enregistrements, sinon on ne sait pas. C'est le XVIIe siècle, mais après Molière, qui va commencer à tenter de stabiliser les usages de la langue française, et ça va culminer au 19e. C'est ça, en fait. C'est le français qu'on parle aujourd'hui, il est l'enfant de ça. Tout à fait. Et même quand vous dites le français qu'on parle... Les Français. Vous voyez, alors, le français de France. C'est très difficile parce que justement, il n'a jamais eu d'unité. On essaye de hiérarchiser les normes, mais en essayant de les regrouper autour d'une norme qui serait supérieure aux autres. Et on essaye de faire ça, en gros, depuis le XVIIe. On a eu cette idée. Avant, on n'avait pas cette idée de hiérarchie et les régions avaient beaucoup plus d'autonomie et même la graphie était libre, etc. Donc, effectivement, ça vient du 17e, mais ça a continué au 18e, 19e. Et ça s'est figé au 19e au moment
de l'enseignement démocratisé. Et l'école républicaine, et alors ce vers quoi vous essayez de me tirer, je le sens bien depuis tout à l'heure, parce que c'est dans le livre, c'est vers l'idée qu'en fait la langue c'est très politique et que les états successifs de la langue répondent à des objectifs politiques. Et là, il y a un objectif d'unification de la nation par la Troisième République. Tout à fait. C'est un peu notre point peut-être principal de l'apport des linguistes dans les débats publics, c'est qu'on a tendance à confondre des discussions qui portent vraiment sur des faits langagiers et des discussions qui portent sur des décisions citoyennes et politiques. Et il faut les distinguer. Donc il y a des choses qu'on peut dire sur la langue, mais il ne faut pas prendre la langue comme prétexte pour parler de décisions politiques. Il faut en parler comme dans les termes de décisions citoyennes et politiques. En tout cas, les notions de pureté de la langue, de pureté du français, de monde qui s'en va, tout ça, quand on vous lit, on se dit c'est une instrumentalisation. Enfin, quand on les entend dans le discours politique, c'est une instrumentalisation quasiment scandaleuse. Et en tout cas, pas scientifique du tout. Tout à fait. Voilà. Nous, linguistes, nous sommes proprement atterrés par l'ampleur de la diffusion d'idées fausses sur la langue française, par l'absence trop courante dans les programmes scolaires comme dans l'espace médiatique de référence aux acquis les plus élémentaires de notre discipline. Ainsi s'ouvre le livre que co-signe Maria Candéa. Si vous voulez bien, on continue à en parler après. L'Antisèche d'Emma Guessel, l'Antisèche qui est tout, et Emma, pardon, qui est tout sauf une pimpézouée. C'était quoi une pimpézouée? Vous vous souvenez, c'est dans le bouquin? Non. Vous vous souvenez même pas? Je vais vous le dire, ouais, pimpézouée. C'est vrai? On Non. va le dire après, ça va être le suspense. Antisèche, Emma Guessel. Non, c'est une bonne idée de mettre une pimpézouée. Non, ouais. C'est une femme, c'est pas génial. Ah voilà, c'est une femme maniérée. C'est dans Le Bourgeois gentil. Hein. D'accord, bon. Voilà. Je sais pas. C'est écrit, vous devez Gilles Soufi, qui a rédigé la première version de ce chapitre, ne sera pas content. Que je ne sache pas. Ah, que vous ne sachiez pas. Bah oui, bah maintenant, ça pimpézouée. Pimpézouée, j'y arriverai. Donc, sans pimpézouerie, Emma, nous sommes le 14 juin. C'est un 14 juin en 1928. Connaissez Ernesto Guevara, surnommé Che Guevara, qui est une des figures révolutionnaires les plus connues au monde, acteur majeur de la révolution cubaine en 59. Les programmes dont on va parler sont évidemment ceux d'espagnol et ceux d'histoire. Oui, on entend parler du Che, comme on le surnommait, autant en espagnol pour étudier sa personnalité et l'histoire de l'Amérique latine, qu'en cours d'histoire, dans le cours sur la guerre froide. Alors, à l'origine, Che Guevara, c'est pas du tout un révolutionnaire né, puisqu'il est élevé dans une famille bourgeoise en Argentine. C'est quelqu'un de très cultivé, qui lit beaucoup. Il fait des études de médecine à Buenos Aires. Puis, il part voyager en Amérique latine. Et c'est là qu'il est confronté pour la première fois à l'extrême pauvreté du pays, ce qui le révolte. Il s'intéresse alors au marxisme et se tourne vers les idées révolutionnaires. Nous sommes dans les années 50, en pleine guerre froide. Et à travers tous ces voyages, le Che développe une haine de l'impérialisme américain. Avec une rencontre qui va être un tournant dans sa vie, un tournant dans l'histoire aussi, puisqu'en 1956, on le présente à Fidel Castro. Absolument, et ça scelle son destin, parce que c'est grâce à cette rencontre que Che Guevara se dit qu'il a enfin devant lui le révolutionnaire inspirant avec lequel il va pouvoir accomplir de grandes choses et lutter contre l'injustice sociale. Fidel, à ce moment-là, veut renverser le régime du dictateur cubain Batista, et avec Che Guevara, ils font partie du mouvement du 26 juillet et mènent pendant 2 ans, à partir donc de 1956, une guérilla pour prendre le pouvoir de l'île, ce qu'ils arrivent à faire en 1959. Che Guevara est alors nommé procureur suprême de la prison de la forteresse de la Cabana. Il décide des exécutions, ce qui lui vaut une réputation violente, prête à tout pour ses idéaux révolutionnaires. Il est nommé ministre de l'Industrie, on est en 1961 et joue un rôle clé dans la crise des missiles de Cuba, on est là en octobre 62. Oui, c'est lui qui négocie avec les Russes et à partir de ce moment-là, sa carrière politique prend un tournant international. Les pays en voie de développement sont un enjeu central dans la rivalité entre les deux blocs au moment de la guerre froide, et le KGB et la CIA financent des guérillas et des coups d'État qui visent à renverser les gouvernements favorables à l'adversaire. Donc le Che voyage beaucoup, il est accueilli comme un leader, mais la rupture avec Castro se fait sentir après son voyage en Chine qu'il effectue sans en parler aux dirigeants cubains, et cela signe la fin de ses fonctions politiques à Cuba. 1965, Che Guevara part, comme il le dit, servir la révolution ailleurs. C'est Castro, je crois d'ailleurs, voilà, qui le dit comme ça pour justifier le départ. Il ne peut pas quand même se brouiller trop, Castro, parce que c'est un mythe. Tout à fait, tout à fait. Alors il part au Congo, en Bolivie, où il participe à des mouvements de guérilla incognito, mais cela ne fonctionne pas, et il est traqué par la CIA et
est capturé par l'armée bolivienne. Il est exécuté à l'âge de 39 ans en 1967. Merci Emma pour cette biographie résumée de Che Guevara. Ce qui est intéressant avec lui, c'est aussi pour ça que vous nous en parlez, c'est qu'il est devenu une icône après sa mort. Enfin, on le voit dans le monde entier, il y a des t-shirts Che Guevara, c'est devenu dingue. En fait, c'est la révolution, c'est Che Guevara. Bah voilà, il y a très peu de personnes qui sont devenues célèbres dans le monde à cause ou grâce à une photo, et le Che Guevara, c'est ce qui s'est passé. Photo prise au hasard, par hasard en 1960 par un photographe cubain, Alberto Corda. On y retrouve toutes les caractéristiques du héros légendaire, comme l'explique Alexis Catu dans sa thèse sur les représentations et les influences du Che. Je trouvais ça dans un manuel d'histoire de seconde. Donc il explique que le béret étoilé qui symbolise la révolution et le regard au loin qui exprime la quête d'un idéal, sa chevelure décoiffée et sa barbe naissante correspondaient à la mode adoptée par la majeure partie de la jeunesse contestataire des années 60-70. Voilà, donc photo très souvent accompagnée du slogan « Hasta la victoria siempre », en avant jusqu'à la victoire, et donc photo qui l'a rendu célèbre à travers le monde. On ne peut pas ne pas la connaître, vous le disiez, une image qui figure encore aujourd'hui d'ailleurs dans tous les mouvements sociaux à travers le monde. Et un slogan qui figure lui aussi dans tous les mouvements sociaux, même en France. Voilà. Merci beaucoup, on se retrouve pour la récré tout à l'heure. Avec plaisir. J'y arriverai jamais. Hein. En fait, c'est normal que vous ne vous souveniez pas du terme. Pas maniéré du tout, voilà. Grand oral. Sortie des usages. L'accumulation de déclarations catastrophistes sur l'état actuel de notre langue a fini par empêcher de comprendre son immense vitalité, sa fascinante et perpétuelle faculté à s'adapter aux changements et même par empêcher de croire à son avenir. Déclaration d'amour à la plasticité de la langue française, signée des linguistes atterrés, 18 chercheuses et chercheurs qui co-signent chez Gallimard ce tract. Et parmi ces chercheurs, Maria Candea, il y a un point qui est absolument essentiel quand on est linguiste, c'est que, vous le dites, je vous cite, ce qui fait la différence entre une faute et une évolution, c'est la place qu'elle occupera à long terme dans l'usage majoritaire. Et c'est ça qui entérine un changement de langue. Tout à fait. On parle de changement et de variation. On les étudie ensemble en linguistique parce que les langues changent tout le temps, mais elles changent très très lentement. Et en fait, c'est les usages qui changent. Ce sont les gens qui utilisent la langue. La langue elle-même n'existe nulle part. Elle n'a pas d'existence matérielle. Donc, on regarde comment les gens utilisent la langue et on voit beaucoup de variations et de variantes en concurrence, en fait. Et quand on regarde ça avec des outils statistiques, on voit qu'il y a des usages qui émergent, des usages qui sont éphémères, qui disparaissent immédiatement, des usages qui restent un peu en concurrence, parfois pendant des siècles, et c'est toujours en concurrence, des usages qui surpassent d'autres et qui les remplacent à long terme. Et à un moment donné, effectivement, on peut parler de faute. Les professeurs peuvent considérer quelque chose comme une faute, puis quand l'usage... Et 10 ans après, c'est pas forcément une faute. Exactement. Ou ça n'est plus forcément une faute. Plus on prend le long terme, plus on le voit. On ne peut pas intuitivement avoir cette... Oui, de savoir si ça va tenir ou pas. Oui, quand je dis même 10 ans, c'est pas très important. Vous relevez en revanche que quand on fige l'emploi de la langue, et on le fait régulièrement, il y a des décisions qui sont prises, c'est toujours pour affirmer une domination sociale, politique ou symbolique. Alors l'exemple le plus connu, c'est le masculin l'emporte sur le féminin, qui est vraiment, pour le coup, ça répond à un objectif politique de dire l'homme est supérieur à la femme. Oui, dans certains usages, enfin notamment, pas partout, mais notamment pour désigner les êtres humains. On est bien d'accord, quand on utilise le masculin et le féminin, le genre en français, pour désigner des humains, on lui donne une interprétation sociale. Alors que si je dis le micro et la montre, on ne lui donne pas de... Donc il n'y aura pas d'enjeu. Donc il faut bien qu'on distingue les deux. Oui. Des choses précises. Donc, effectivement, ce genre de règles ont été fortement influencées par des décisions idéologiques. Et la traduction la plus spectaculaire, c'est la position vraiment de blocage de l'académie qu'elle a adoptée pendant plus de 30 ans, depuis les années 80, sur tout simplement l'accord des noms de métiers avec le genre de la personne qui les exerce. Alors, Académie française, tout le monde se réfère à l'académie, au dictionnaire de l'académie, mais il n'y a quasiment pas de linguiste. Il n'y a pas de linguiste à l'Académie française. C'est comme si on se réunissait, au Café du Commerce pour dire, tiens, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Vous saviez ça, vous? Moi, je ne m'en rendais pas compte. Tout à fait. Et surtout, ils ne travaillent pas. En fait, les académiciens qui se cooptent entre eux ne se cooptent pas avec un cahier des charges de travail. Le dictionnaire de l'Académie, qui est publié une fois par siècle et qu'on n'attend plus, en réalité, qui ne sert plus à rien, est fait par des agrégés qui sont employés au service du dictionnaire et non pas par les académiciens. Donc, quelque part, on a un effet d'hypnose, je ne sais même pas comment l'appeler, on a l'impression... L'académie. Alors qu'en fait, elle ne fait pas le travail de normalisation de la langue. Alors qu'il y a des instances qui le font dans d'autres pays. Il y a des instances qui le font, et où il y a un membre de l'académie qui siège,
mais qui ne fait rien en réalité. Si l'Académie n'existait plus, on ne s'en apercevrait absolument pas. Les académiciens s'en apercevraient. Mais en tout cas, en termes d'usage de la langue, on s'en apercevrait absolument pas. Sur cette affaire quand on fige un usage de la langue, c'est pour des raisons sociales ou politiques, vous prenez aussi l'exemple des parlers populaires, hein, en disant que d'imposer des types de prononciation, ça a été aussi une façon de rejeter aux marges certains groupes sociaux. Alors, dans toutes les langues et dans toutes les cultures, il y a des groupes sociaux qui sont hiérarchisés, donc il n'y a pas que la langue. Et évidemment, le langage fait partie des instruments de distinction sociale. Donc là, pour le coup, ce n'est pas spécifique au langage. Donc quand on fige des normes, il faut voir ce qu'on appelle figer des normes. Parce qu'il y a des façons de figer les usages. La mode, par exemple, c'est pas quelque chose qui se donne par décret, mais il y a des groupes qui vont en imposer à d'autres. Et dans la langue, il y a des usages qui vont s'imposer aux autres par le pur prestige, comme d'autres normes sociales, et d'autres qui vont être imposés par décision politique. C'est le cas de l'orthographe, par exemple, ou des règles grammaticales qu'on va décider d'enseigner à l'école. Et on va en parler de l'orthographe. Il n'y a en réalité jamais eu d'âge d'or de l'orthographe, écrivez-vous. Une majorité de la population en connaissait les subtilités. Ce qui donne aujourd'hui l'illusion d'une dégradation, c'est qu'il existe une myriade de scripteurs amateurs qui écrivent directement sans être relus et que ces productions sont aujourd'hui à la vue de tout le monde. Extrait de ce livre des linguistes atterrés. On parle de l'orthographe, Maria Candéa, si vous voulez bien, juste après la récré. Emma. Bah non. Bah quoi, non? Bah non. Bah non. Bah non. Vous allez nous dire que vous allez nous apprendre à sourire. Faut que j'arrête de sourire. Un petit cours de sourire. Mais j'avais écrit, est-ce qu'on en a vraiment besoin de la quotidienne? Dans la quotidienne, je crois pas, parce qu'on est bon là-dedans. Je suis en confiance, je lis pas tous vos textes, en vrai. Surtout la récré. Je crains le pire, généralement. Mais alors, figurez-vous que des cours de sourire, eh ben, ça existe au Japon. Si, ça se passe là-bas. Parce que jusqu'ici, les Japonais ne sortaient plus sans masque. En fait, ils ont toujours porté le masque, et donc il était obligatoire dans la rue, à l'école aussi. Et depuis qu'il ne l'est plus, eh bien, les Japonais angoissent à l'idée de ressortir sans, et ils savent plus sourire. Et donc c'est pour ça qu'on leur donne des cours de sourire. Exactement. Tous à l'école pour réapprendre à sourire. En tout cas, c'est vraiment proposé. L'entreprise qui propose ces cours s'appelle Egaoiku. Ça veut dire éducation au sourire en japonais. Ça a beaucoup de succès là-bas. La demande de cours a été multipliée par 4 depuis 2022 et beaucoup de jeunes s'inscrivent, notamment pour préparer leurs entretiens d'embauche. D'accord, et on apprend quoi? C'est comme du pilate des zygomatiques? Exactement, on bouge, on détend les muscles du visage, vous le faites vachement bien. J'en entraîne tous les matins. On reçoit même une note sur 100 grâce à un logiciel de détection faciale et on repart chez soi avec un petit miroir pour s'entraîner jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc je propose qu'on aille au Japon leur donner quelques cours. Ça vous dit? Vous le faites vachement bien. Problème, on sourit dans la quotidienne. On sourit tout le temps. Voilà. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Emma. Je vous en prie. Grand oral, Maria Candéa. Je le disais juste avant la récré, dans le rapport passionnel qu'entretiennent les Français à la langue, il y a ces récurrentes querelles sur l'orthographe. C'est un sujet assez incandescent. Alors d'abord, et ça croise quand même nos affaires de rapport de pouvoir, parce qu'elle est, vous l'écrivez, devenue un marqueur social extrêmement puissant. Plus les choses sont rares, difficiles à maîtriser, plus il y a des chances que ça devienne un marqueur de distinction. Et ça fait longtemps, l'orthographe a une histoire très longue en France. Donc déjà, l'idée d'avoir une norme unique n'existait pas avant la création de l'Académie. Donc au Moyen-Âge, les gens décidaient comment écrire et il y avait des différences régionales et c'était pas grave. C'était pas grave et surtout c'était une décision à prendre. Ça ne voulait pas dire que les gens écrivaient n'importe comment. C'était une réflexion, le résultat d'une décision. Après, on a eu l'idée de se mettre d'accord. C'était une demande des imprimeurs et des éditeurs en fait, et non pas des personnes qui écrivaient. Et pendant tout le XVIIe, XVIIIe et même au début du XIXe, on mettait l'orthographe ou on écrivait sans mettre l'orthographe. Donc c'était vraiment, même les écrivains très connus... Ah oui, on se disait je mets l'orthographe. On met l'orthographe. Comme quand on dit je mets le ton pour parler. Voilà, c'est comme pour s'habiller. D'accord. Ça, c'était quelque chose, on pouvait écrire sans l'orthographe. Ou avec. Parce qu'il y avait plein de gens qui ne maîtrisaient pas l'orthographe. Stendhal disait des choses très désobligeantes sur l'orthographe. C'était vraiment pas son truc. Et c'était un métier. Voilà, c'était les imprimeurs, les éditeurs devaient savoir comment mettre l'orthographe et c'était leur job. Lui, il faisait des romans. Donc, le statut de l'orthographe a beaucoup changé. Il y a eu plein de réformes. L'Académie a créé un premier dictionnaire qui était très en retard à l'époque. Déjà, ils ont exclu Furetière, qui a fait son premier dictionnaire avant le leur, parce qu'ils étaient déjà trop lents. Donc, Furetière, grand grammairien, hein, c'est un peu chez les linguistes et les grammairiens, c'est quelqu'un de très important, Furetière. Très important, et il avait pris d'autres choix graphiques. Et dès le début, les choix qui ont été faits par la première académie, les tout premiers, ça a été un choix de distinction, donc une orthographe qui se voulait étymologique et très compliquée pour distinguer les lettrés
des ignorants et des simples femmes qui n'avaient pas accès à l'éducation. Donc c'était tellement compliqué que c'était pas prévisible et il fallait absolument connaître le latin et le grec pour avoir un petit peu plus de chance pour savoir comment écrire. Elle a été réformée plein de fois, mais la dernière grande réforme, avec toujours une grosse tension, même au sein de l'Académie, au fil des siècles, entre les réformateurs qui voulaient la rapprocher plus de la prononciation et ceux qui voulaient garder un lien avec l'étymologie. Résultat, on a une orthographe aberrante, incohérente, qui n'obéit ni à la prononciation, ni à l'un ni à l'autre, en fait. Hein. Il y a des exemples très connus, comme les nénuphars, qu'on écrit PH, alors que ça n'a... C'est anecdotique, oui, tout à fait. Aucune raison de l'écrire de cette façon-là. Les nénuphars, c'est très récent. Là, c'est pour le coup, c'est anecdotique. Je prends des exemples récents, mais... Je dis que c'est anecdotique parce que c'est une pure erreur de recopiage d'une de la 8e. Voilà. Avant, c'était toujours avec un... Il y a aussi sur les terminaisons, c'est ça, qui ont été réformées plein de fois. US ou UX. Alors, les pluriels en X, c'est dès le début une erreur. Une simple erreur de recopiage, une erreur d'interprétation. Voilà. Et l'Académie, au début du XXe siècle, donc 1901, 1905, avait été d'accord pour dire oui, non, bien sûr, il faut régulariser, il faut renoncer au X, il faut mettre des S partout, au pluriel. Et il y a eu la Grande Guerre et on a oublié cette réforme qui était vraiment prête au début du XXe siècle. Mais on a quand même des personnalités très médiatiques qui, alors, et il y a plein d'exemples dans le bouquin, et puis il y en aurait encore plein d'autres à raconter, alors que tout ça vient soit du hasard, soit d'un usage, soit d'un choix qui peut se discuter, vous transforme ça en statut à laquelle il ne faut absolument pas toucher, sinon le pays s'effondre, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas réformé l'orthographe, ça fait maintenant 200 ans, qu'on a commencé à confondre, et ça c'est vraiment une impasse terrible, la langue et son orthographe. L'orthographe, c'est simplement le résultat de choix politiques réguliers. Et, anecdote très rapide, en 1740, on avait diminué le poids des lettres grecques dans l'orthographe. Parce qu'on s'était dit, oui, quand même... c'est un peu compliqué, etc. C'est pas seulement ça, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître le grec pour écrire le français. Et en 1835, donc 100 ans après, on en a rétabli. Et ça a été le début des mouvements réformateurs, des amicales, des sociétés savantes. On appelait ça les mouvements réformistes, en France, en Belgique et en Suisse, principalement, qui ont commencé à dire, mais c'est pas possible. Il faut, pour enseigner correctement cette orthographe, pour la rendre enseignable, il faut une réforme. Et c'est depuis la moitié du 19e siècle qu'on en est là, à tourner en rond. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que De Gaulle avait voulu supprimer l'Académie. Je pense qu'ils lui en veulent encore. C'était des extrêmement houleuses entre De Gaulle et l'Académie. Il n'a pas réussi à la supprimer, mais il a vraiment tout fait pour virer les corbeaux, etc. Et c'est depuis 1947 qu'on a des commissions officielle qui réglemente maintenant la langue. Mais on a gardé l'image de l'Académie. Absolument. Vous lisez le livre parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu vous dire pendant cette émission. Le fait effectivement qu'une langue se parle avant que de s'écrire, que la moitié des langues humaines sont sans tradition écrite, ai-je découvert. Alors je me doutais qu'il y en avait un certain nombre, mais la moitié c'est quand même considérable. Vous parlez évidemment, et vous m'avez repris à raison sur cette question de la langue française telle qu'elle se parle, alors certes en France, mais aussi dans tous les pays francophones. La première ville francophone au monde, tiens, petit test de culture G, elle déteste ça, aucune idée. Kinshasa. Tout à fait. En nombre d'habitants. Waouh. Avec, j'ai plus le chiffre, mais 17 millions d'habitants. Alors qu'il n'y a pas d'organisme qui réglemente la langue française fondé sur les usages dans la francophonie du Sud. Donc, nous avons un site, on peut nous rejoindre, Tract. Absolument, on va se retrouver, vous savez quoi? On va accueillir Marie pour son cours particulier et on va donner l'adresse du site. Ça vous va? Très bien. Super. Emma, merci beaucoup. Merci à vous. Cours particulier, on va voyager encore dans l'histoire. Comenius. Le cours particulier de Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On voyage aujourd'hui à travers les siècles. On va un peu plus loin que d'habitude. On va à la rencontre d'un pédagogue du XVIe et XVIIe siècle, Comenius. Comenius, exactement, né Jan Amos Komensky en 1592 en Moravie, c'est l'actuelle République tchèque. Il est mort à Amsterdam en 1670. Il a une enfance difficile puisqu'il est orphelin à 12 ans, mais il est vite repéré à l'école et protégé par ses enseignants. Il est né dans une famille très croyante, protestante, c'est ça? Protestante, ouais. Exactement, très croyante. Et il poursuit d'ailleurs son éducation religieuse, même la philosophie qu'il étudie est plus basée sur la Bible que sur d'autres penseurs. Et Comenius devient d'ailleurs pasteur en 1618, pardon, ouais, 1118. Dans la paroisse de Fulnek en Moravie. 1618, il dirige d'ailleurs en Moravie une école dans ces années-là. Exactement, dès 1614, il gère l'école de Přerov, mais au début de la guerre de 30 ans, Comenius est contraint de s'exiler quand les troupes espagnoles envahissent sa ville et sa paroisse. Il perd alors sa première femme et ses 2 enfants qui sont atteints de la peste. Et c'est le début d'un long voyage à travers l'Europe pour lui qui n'aura
n'aura jamais vraiment de fin qu'à sa mort. D'ailleurs, Erasmus est le plus connu des programmes européens, mais il y a un programme Comenius aussi qui évoque à la fois son œuvre et tous ses voyages. Et d'ailleurs, à partir de cette période, donc non seulement il voyage, mais il étudie les langues. Exactement, il commence à s'intéresser à la pédagogie dans les années 1630 et il enseigne le latin sur une île croate. C'est là qu'il publie 2 ouvrages, Panzophiae Prodomus et Janua Linguarum Reserata, qui veut dire la porte ouverte des langues. La porte ouverte des langues, un manuel pour apprendre les langues, effectivement, qui est traduit dans une douzaine de langues européennes, mais aussi en persan, en turc ou encore en arabe. Et là, déjà, à ce moment-là, il est, comme on dirait aujourd'hui, à la mode dans le paysage éducatif. Exactement, oui. On parle vraiment de lui. Il va vivre en Suède où on lui demande de réformer le système scolaire et le plan d'aménagement des écoles du pays. Puis en Angleterre, le Parlement lui demande aussi de réformer le système éducatif, tout comme en Hongrie d'ailleurs. Et pour la petite histoire, en France, Richelieu le convie, mais Comenius ne répond pas à son invitation. C'est pour toutes ces œuvres qu'il est nommé le Galilée de l'éducation par Jules Michelet bien plus tard. On est là au 19e siècle. Exactement, c'est une référence en la matière. Il a même failli partir pour le Nouveau Monde aux États-Unis pour réformer une école dans l'État du Massachusetts. Mais ce qui fait que Comenius est vraiment en vogue à l'époque, c'est son approche novatrice de l'éducation. Dans son ouvrage La grande didactique ou l'art universel de tout enseigner à tous, c'est un traité universel de sa vision pédagogique. Comenius va à l'encontre d'un certain nombre de règles de l'époque. Par exemple, ses contemporains prenaient un cadre plutôt strict pour les apprentissages. Comenius, lui, a une conception positive de l'enfance et il met beaucoup d'espoir dans le rôle de l'éducation. On avait parlé de l'importance de l'image de l'enfance dans la façon dont les pédagogues ou les penseurs inventent des pédagogies. Lui, il a une vision quand même très inspirée de la religion. Oui, exactement. Il considère que chaque enfant est à l'image de Dieu et que chacun mérite d'être éduqué, quelle que soit son appartenance sociale, son sexe ou son appartenance religieuse. Il prône l'éducation universelle sous le nom de Panzophilia, sagesse universelle, terme consacré dans ses ouvrages d'ailleurs. Et il dépend l'éducation des filles à l'époque. Oui, alors c'est pourtant complètement impensable à cette époque-là. Il considère que les filles ont tout aussi bien droit à une éducation que les garçons. Il fustige aussi les encyclopédistes et les écoles qu'il qualifie d'abattoirs de l'esprit, qui favorise en fait le bourrage de crâne. Lui, il défend au contraire la formation à penser et à exercer son esprit critique. Et alors, ce qu'on va retrouver plus tard, vous nous en avez parlé en parlant de Piaget, en parlant d'autres, c'est son souci de distinguer les stades de développement de l'enfance. Exactement, oui, tout à fait. Il distingue plusieurs stades. Le premier, c'est l'infantia, c'est la petite enfance de 0 à 6 ans. Et pour lui, Comenius, c'est vraiment une étape cruciale. Je le cite dans sa grande didactique. C'est une propriété constatée chez tous les êtres à leur naissance qu'il est très facile de les plier et de leur donner une forme lorsqu'ils sont encore tendres, mais qu'ils n'obéissent plus dès qu'ils sont devenus durs. Donc l'infantia, moment clé. Moment clé. Et il propose d'ailleurs, Comenius, de regrouper les enfants dès 4 ans dans des établissements et d'accompagner les mères éducatrices pour qu'elles élèvent leurs enfants. Il juge que c'est pas bon qu'ils restent vraiment seulement dans le giron familial. Donc il invente finalement quelque chose entre la crèche et la petite section de maternelle, quoi. Ouais, c'est un peu l'ancêtre des crèches. Il développe cette idée dans l'école du giron maternel. Et puis il y a d'autres stades aussi que Comenius distingue. Donc l'enfance après l'infantia de 6 à 12 ans, là ils développent leur sens interne, puis l'adolescence jusqu'à 18 ans où grandit le raisonnement abstrait, et enfin la jeunesse adulte jusqu'à 24 ans où finissent de se développer la volonté et l'entendement. Et il invente aussi pour chaque une de ces étapes une école, une institution. Donc en fait, on va retrouver l'école, le collège, le lycée. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et à chaque étape, l'adulte, le maître a une posture vraiment du juste milieu à adopter entre autorité et attention pour accompagner l'enfant. Et selon Comenius, l'enfant a envie d'apprendre par nature, donc il n'a pas besoin de contraintes. Il encourage aussi le contact avec la nature, le jeu et la joie d'apprendre. Et donc une longue postérité. Tout à fait, une centaine d'années avant Rousseau. Comenius est vraiment le père de la pédagogie moderne, avec de grands principes que l'on retrouve d'ailleurs dans des pédagogies qu'on dit innovantes. Elles ont été inventées au XVIe. Voilà, c'est ça. Comme Montessori ou Freinet, effectivement, il y a ce nom également d'un des programmes emblématiques de l'Union européenne, de la Commission sur les échanges internationaux qui s'appelle Comenius. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Maria. Pour ce livre, pour votre présence. Les linguistes atterrés, le français va très bien, merci. Vous pouvez aller sur le site internet tract-linguiste.org. Il y a plein de choses, il y a des documents. En plus, il y a l'essentiel de votre argumentation, si mes souvenirs sont bons. Non, il n'y a pas l'argumentation, il y a nos propositions. Il y a les propositions, voilà, c'est ça. Ah oui, il y a plein de propositions pour l'école d'ailleurs, notamment. Oui, tout à fait. On les met sur la table et on voudrait déplacer un peu les débats sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il est possible de faire, plutôt que sur les lamentations. Et il y en a une, je le cite de mémoire, mais qui m'a beaucoup plu, qui était de dire, si on arrête d'enseigner la grammaire avec des règles qui tombent d'en haut, et si on fait des expériences sur la langue, on aura beaucoup plus d'enfants passionnés par la grammaire que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans l'enseignement de la grammaire. On commence trop tôt et d'une manière complètement tordue,
Et on a beaucoup de propositions là-dessus. Il faudra revenir pour qu'on parle de ces propositions, comment rendre la grammaire hyper attrayante, ça va être génial. Marie, merci beaucoup. Maria, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie est assistée aujourd'hui par Emma Frari. Au son, c'est Saïd Mamou, à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.